Salut tout le monde, je m'appelle Jim Rohn. Quel plaisir c'est pour moi de venir vous rendre visite quelques minutes ici aujourd'hui, vous raconter brièvement mon histoire et partager quelques idées qui pourraient être bénéfiques. J'ai donné des cours dans certaines classes de lycée en Californie et en Arizona et dans certaines universités et collèges, à l'université Pepperdine, l'État de San Diego, l'université d'État de l'Arizona. Et donc, j'ai eu la chance de parler à des enfants qui s'intéressent à eux-mêmes et à leur avenir, qui s'intéressent à l'Amérique et au monde, qui s'intéressent à ce qu'ils peuvent faire de leur vie et qui écoutent. Des histoires qui pourraient être bénéfiques. Et je n'ai pas la chance de, vous savez, visiter tout le monde. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a grandi dans la campagne agricole de l'Idaho. Mon père vit toujours dans l'ancienne ferme où j'ai grandi, dans le sud-ouest de l'Idaho. Il aura 91 ans son prochain anniversaire. Et je suis très fier de lui. Je suis allé au lycée. J'ai obtenu mon diplôme. Je suis allé à l'université pendant 1 an. Au milieu de ma 2e année, j'ai décidé que j'étais assez intelligent, alors j'ai arrêté. Une de mes erreurs majeures. J'aurais dû rester à l'école. Mais je pensais, tu sais, bon sang, je suis assez intelligent pour trouver un travail. Et à l'époque, je pensais, vous savez, c'était tout. Si vous êtes assez intelligent pour trouver un emploi, de quoi d'autre auriez-vous besoin? Je l'ai découvert plus tard. C'était une grosse erreur. Quoi qu'il en soit, j'ai arrêté l'école à 19 ans et je suis allé travailler. Peu de temps après, j'ai persuadé une belle jeune femme de m'épouser, avec beaucoup de promesses fantaisistes. Et heureusement pour moi, nous nous sommes mariés. Peu de temps après, j'ai fondé ma famille et je travaille dur, faisant de mon mieux. Mais d'année en année, j'ai continué à prendre un peu plus de retard. Tu sais, acheter un peu plus que ce que je pourrais facilement payer à temps. Et les créanciers commencent enfin à appeler pour dire « Hé, vous nous avez dit que le chèque était par la poste. » Je ne me sens pas du tout bien à ce sujet. Vers 25 ans, j'ai quelques sous en poche. Je n'ai rien en banque. Et, je suis très en retard sur mes grandes promesses faites à ma famille. Et je me demande ce que je pourrais faire pour améliorer ma vie. J'étais prêt à travailler dur. Ce n'était pas mon problème. Mais je ne faisais tout simplement pas les progrès que je souhaitais. Et puis la chance est venue à moi. Il est parfois difficile de décrire la bonne fortune. Pourquoi quelque chose de remarquable vous arrive à un moment donné? Un de mes amis dit « Eh bien, les choses n'arrivent pas par hasard. Les choses arrivent juste. Et peut-être que c'est tout. Je ne sais pas. Mais ma chance, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer un homme très riche. Son nom était Monsieur Shoaf, Monsieur Earl Shoaf. Un de mes amis était allé travailler pour lui. Et il a commencé à me parler de cet homme. Il a dit « Tu dois rencontrer cet homme. Il est riche, mais il est facile de lui parler. Et il a une philosophie de vie remarquable et il a continué. » Et j'ai pensé « Eh bien, je dois rencontrer cet homme. » Peu de temps après, j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur Shoaf et j'ai été impressionné. Il était riche. C'était facile de lui parler. Au bout de quelques minutes, j'ai été ébloui et je me suis dit « Je donnerais n'importe quoi si je pouvais être aussi riche et facile à parler. Que faudrait-il » Et puis j'ai pensé que si je pouvais simplement côtoyer quelqu'un comme lui, et s'il m'apprenait et me coachait, je ferais tout. Et c'était ma chance. Quelques mois plus tard, cet homme riche, Monsieur Shoaf, m'a embauché et m'a donné un emploi, et je suis allé travailler pour lui, et j'ai passé les 5 années suivantes chez son employé. Et puis malheureusement, à 49 ans, il est décédé. Mais j'ai pu passer 5 ans avec cet homme remarquable, ces 5 dernières années de sa vie et les 5 premières années de ma nouvelle vie. Et mon rêve est devenu réalité durant ces 5 années. Cet homme a pris le temps de m'apprendre et de me coacher. Il m'a appris les livres à lire. Il m'a appris les disciplines et les compétences. Et il m'a appris les changements à apporter à mon langage et à ma personnalité et les choses qu'il a partagées avec moi pendant ces 5 années. Change toute ma vie, change mes revenus, change mon compte bancaire, change mon avenir.
je n'ai jamais été le même. À l'âge de 31 ans, j'étais millionnaire. Il m'a donc aussi appris l'économie. Alors, quelle chance pouvez-vous avoir de rencontrer la bonne personne au bon moment? Qui prend le temps de partager avec vous des idées qui peuvent changer votre vie? Beaucoup de gens riches, non? Ne prenez pas le temps, mais il l'a fait. Et il en avait aussi la capacité. Certaines personnes veulent partager leurs expériences, mais ne savent pas trop comment le dire. Mais il avait tout, et il utilisait un langage que je pouvais comprendre. Et ces idées ont grandement influencé ma vie. J'aurais aimé qu'il soit encore en vie aujourd'hui. S'il l'était, je l'appellerais encore une fois aujourd'hui. Certaines des choses que je vais partager avec vous, je veux que vous vous en souveniez pendant très très longtemps, parce que les idées que je veux traduire pour vous ont radicalement affecté ma vie, pour le remercier du temps qu'il a passé avec moi à partager sa vie et ses expériences qui ont si dramatiquement affecté ma vie. Ensuite, comment j'ai vraiment été invité à vous parler aujourd'hui, il y a plus de 30 ans, je vivais à Beverly Hills, en Californie. Et un de mes amis m'a dit un jour, « Jim, tu dois venir raconter ton histoire à mon club philanthropique. » Il appartenait au Rotary Club. Et il a dit, « Je connais votre histoire. Un garçon de ferme de l'Idaho arrive à Beverly Hills. » Mais il a dit, « Je sais que les membres de mon club adoreraient entendre votre histoire. Voudriez-vous venir à notre petit déjeuner et raconter votre histoire ?» Et j'ai dit, « D'accord. » Alors j'ai organisé une petite discussion. Je suis allé partager mon histoire ce matin-là, et devinez quoi? Ils ont aimé. Et mon téléphone a sonné, un autre club a appelé et m'a dit « Voudriez-vous venir nous raconter cette histoire ?» Mon téléphone sonne, un autre club appelle pour nous dire que nous avons entendu parler de votre histoire. Nous avons un déjeuner réunion. Voudriez-vous partager votre histoire? La première chose que je sais, c'est que je passe une petite partie de mon temps à donner des petits déjeuners et des déjeuners-conférences. Et puis un jour, un homme qui a entendu mon discours à 3 reprises m'a dit « Voudriez-vous venir parler à ma direction et à mes commerciaux ?» Il a dit « J'ai cette petite entreprise qui fonctionne. Et si lui, si vous, dit-il, si vous vouliez passer du temps à parler avec moi, raconter mon histoire et mes expériences et soyez payé. » Il a dit « Je serais heureux de... » Je ne savais pas que c'était le début d'une toute nouvelle aventure pour moi dans le partage de mon histoire, de mes discours, de mes conférences, de mes séminaires et de mes conférences. Et maintenant, ce business, devenu l'une de mes entreprises les plus florissantes, m'emmène à travers le monde. Je suis allé dans de nombreux pays cette année et j'ai eu mon plus grand public au début de cette année en Espagne, 12 000 personnes, 10 langues différentes traduites en même temps, tout le public avec les écouteurs. C'est intéressant quand vous donnez une conférence avec plusieurs langues. Vous savez, quand vous frappez la punchline, vous savez, les Espagnols rient d'abord, puis les Français comprennent, et enfin les Italiens comprennent, et enfin les Allemands comprennent enfin. Et puis je dis, « Eh, les Allemands ont finalement compris. Je suppose que nous pouvons continuer. » Vous savez, certaines langues prennent plus de temps à traduire que d'autres. Mais quelle aventure passionnante pour moi. J'étais en Israël cette année. J'ai donné des conférences en France, lors de mon premier voyage à Prague, en Tchécoslovaquie, à Lisbonne, au Portugal. L'année dernière, j'étais à Londres pour donner une conférence. J'étais là le soir même où Pavarotti chantait à Londres. Un gros dilemme pour les habitants de Londres. Allons-nous voir Jim Rohn ou allons-nous écouter Pavarotti? Eh bien, je dois admettre qu'il avait plus de monde que moi, environ 150 000 de plus. Il a donné un concert gratuit à Hyde Park et ils attendaient 250 000 de personnes, mais seulement 150 000 personnes sont venues parce qu'il pleuvait. Et ils étaient tous trempés depuis le prince Charles, mais ils se sont assis sous la pluie et ont écouté Pavarotti. J'aurais été heureux ce soir-là, n'est-ce pas, d'annuler mon séminaire et d'aller m'asseoir sous la pluie et écouter Pavarotti. Quoi qu'il en soit, lui et moi avons désormais convenu de ne plus apparaître dans la même ville le même jour. Pas vraiment. Mais comme c'est excitant pour moi de pouvoir voyager partout dans le monde et de partager mon histoire.
et puis surtout d'avoir cette chance aujourd'hui de venir vous rendre visite. Et quand j'ai l'occasion de parler dans un cours de lycée ou d'université, je suis toujours enthousiasmé. Je suis limité dans le temps, j'ai donc voulu profiter de ce moyen pour venir partager avec vous mon histoire et quelques idées. Cela pourrait être utile dans votre carrière future, dans votre vie désormais bien remplie d'étudiants, et ensuite partout où vous vous retrouverez dans les années à venir. Et si je peux partager maintenant et affecter votre vie, et que vous m'écriviez une lettre ou me le disiez en personne un jour, Monsieur Ron, j'ai écouté votre vidéo et je l'ai regardée attentivement. Et bien sûr, certaines des idées que vous avez partagées m'ont beaucoup touché. Et voici ce qui est arrivé à mon compte bancaire. Voici ce qui m'est arrivé à l'école. Voici ce qui arrive à mon avenir. Cela me procurera une très grande satisfaction. C'est donc l'homme qui a partagé avec moi des idées qui ont changé ma vie. Je souhaite partager avec vous 3 de ces sujets fondamentaux. Quand je l'ai rencontré, j'avais 25 ans. Et quand j'ai fait sa connaissance avec lui, j'ai utilisé beaucoup d'excuses pour expliquer pourquoi je n'allais pas bien. Et il a dit « Eh bien, raconte-moi un peu ton histoire. » Et je lui ai dit « Vous savez, j'étais en retard sur mes factures. J'avais quelques centimes en poche et rien en banque. Mais j'étais gêné d'être en retard sur mes grandes promesses faites à ma famille. » Et puis, il m'a donné une petite phrase simple qui a vraiment changé ma vie pour toujours. Et voici ce qu'il a dit, Monsieur Ron. Si vous voulez que l'avenir change pour vous, vous devez changer. Et il a dit, si vous ne changez pas, les 6 prochaines années de votre vie seront comme les 6 dernières. Vous serez toujours en retard sur vos factures. Vous serez toujours en retard sur vos promesses. Mais ensuite, il me l'a donné sous forme de promesse. Quand j'avais 25 ans, je m'en souviens pendant toutes ces années. Et j'ai partagé cette promesse avec probablement plus de 3 millions de personnes au cours des 30 dernières années. Et ça va être valable pour vous. Alors écoutez attentivement cette promesse. Mon professeur m'a dit « Jeune homme, si tu changes, tout changera pour toi. Si vous allez mieux, tout ira mieux pour vous. » Quel message clair c'était pour moi. Il a dit « Si vous changez votre philosophie, vous changerez vos habitudes. Si vous affinez votre pensée, si vous changez et acceptez de nouvelles disciplines, si vous franchissez le cap où vous étiez dans le passé, partez pour une nouvelle vie pour l'avenir. » Il a dit « Toutes sortes de choses remarquables se produiront pour vous si vous changez. » Avant de rencontrer M. Choaf, je croisais les doigts et disais « J'espère bien que les choses vont changer. J'espérais que le gouvernement changerait et que la structure fiscale changerait et que mon patron changerait et me paierait plus d'argent. J'espérais que, vous savez, la situation économique changerait et que les prix baisseraient. Et j'espérais que les circonstances s'amélioreraient. Et puis, j'ai découvert grâce à mon professeur que ces choses allaient continuer de la même manière. En fait, toutes ces choses qui nous sont arrivées sont un peu comme le vent qui souffle. Et le vent souffle sur nous tous. En fait, en Amérique, en particulier, au cours des 6500 dernières années de l'histoire enregistrée, nous avons probablement le vent le plus favorable qui ait jamais soufflé. Économie et circonstances, vivre dans un pays libre, démocratie et liberté, une excellente économie. Bien sûr, nous avons parfois du mal, mais comparé au reste du monde au cours des 6500 dernières années, nous avons le meilleur vent de tous les temps. Mais si vous laissez le vent souffler, je vous le dis, il ne vous mènera pas là où vous voulez aller. Nous devons tous utiliser ce vent pour nous emmener vers les rêves que nous avons, vers les actions que nous voulons, vers l'argent que nous voulons, vers les revenus que nous voulons. Et pour tout ce que nous voulons que notre vie ait, c'est là que nous voulons aller. Et nous avons un bon vent, mais nous ne devons pas laisser notre avenir uniquement au vent, uniquement à l'économie, juste à la structure de la façon dont les choses se passent aujourd'hui. Voici ce que nous devons apprendre à faire. Et c'est une bonne voile. Et si vous apprenez à bien naviguer, c'est ce que mon professeur m'a appris à l'époque. Il a dit « Monsieur Ron, le vent va souffler. Cependant, ça va exploser. La politique sera la politique et l'économie sera l'économie.
Et pourtant, il s'avère que c'est comme ça que ça va se passer. Ce que vous devez apprendre à faire, c'est de ne pas souhaiter une meilleure victoire. C'est naïf. La clé est de souhaiter la sagesse, les compétences et l'apprentissage nécessaires pour pouvoir réaliser une meilleure vente. Et c'est ce que j'ai fait à 25 ans. Je suis allé travailler, pas dans l'économie. Je suis allé travailler, pas dans la communauté. Je ne suis pas allé travailler pour essayer de changer le gouvernement. Je ne suis pas allé travailler pour essayer de changer de patron ou d'entreprise. Je ne suis pas allé travailler pour essayer de changer les circonstances. Je suis allé travailler pour essayer de me changer. Et j'ai tenu cette promesse. Mon professeur m'a dit que si je changeais, mes revenus changeraient. Si je changeais, mon compte bancaire changerait. Si je changeais, mon avenir changerait. Et bien sûr, sa promesse s'est réalisée pour moi. Au cours des 6 premières années de ma vie économique, j'ai fini par perdre ces sous dans ma poche, sans rien en banque en retard sur mes promesses. Les 6 deuxièmes années de ma vie économique. Je me suis retrouvé riche, mais, chose intéressante, au cours des 6 deuxièmes années de ma vie économique, le gouvernement était à peu près le même, et l'économie était à peu près la même. Vous savez, les entreprises étaient à peu près les mêmes. Ce qu'ils ont payé était le même. Les circonstances autour de moi étaient les mêmes. Vous savez, mes parents négatifs étaient les mêmes, mais je n'étais pas le même. C'est comme ça que ma vie a changé. Et c'est comme ça que les choses ont commencé à fonctionner pour moi, à changer ma vie il y a toutes ces années. C'est donc ce que je voulais partager avec vous pour commencer par ce début de ce que M. Chauve m'a partagé, à savoir que si je voulais que ma vie change, c'était ce que j'allais devoir faire. Il l'a donc divisé en 3 sujets qui ont vraiment eu un impact sur ma vie. Et je veux les partager avec vous. Il a appelé le premier sujet le développement personnel et le deuxième sujet qu'il a appelé l'établissement d'objectifs. Et le troisième était de savoir comment devenir financièrement indépendant. Et j'aimerais vous donner quelques indices de ces 3 sujets majeurs qui ont si dramatiquement affecté ma vie. Et commençons. Le premier est le développement personnel. Maintenant, en illustrant le développement personnel, M. Shelf, mon professeur, a commencé avec l'argent. Vous savez, l'argent n'est pas le seul point de départ pour parler de développement personnel, mais c'est par là qu'il a commencé. Alors permettez-moi de partager les pensées qu'il a partagées avec moi à l'époque. Laissez-moi les partager avec vous. Voici la meilleure leçon que je puisse vous donner sur l'économie. C'est très simple. Nous sommes payés pour apporter de la valeur au marché. C'est à peu près aussi simple que possible en termes d'économie. Nous sommes payés pour apporter de la valeur au marché. Il faut désormais du temps pour apporter de la valeur au marché. Cependant, nous ne sommes pas payés pour le temps. Nous le biffons donc par erreur. L'homme dit que j'en gagne environ 20 pour 1 heure. Pas vrai. Si c'était vrai, tu pourrais simplement rester à la maison, n'est-ce pas? Et demandez-leur d'envoyer votre argent. Ce n'est donc pas vrai. Nous ne sommes pas payés pour le temps. Nous sommes payés pour la valeur apportée au marché. Maintenant que c'est vrai, voici l'une des questions clés de mon discours d'aujourd'hui. Est-il possible de devenir 2 fois plus précieux, accéder au marché et gagner 2 fois plus d'argent en même temps? Est-ce possible? La réponse est oui. Pourriez-vous devenir 3 fois plus précieux que vous pourriez l'être actuellement sur le marché et gagner 3 fois plus d'argent en même temps? Et la réponse est oui. 5 fois, 10 fois. Bien entendu, l'Amérique est unique. C'est une échelle à gravir. Cela commence ici, disons à 5 $ de l'heure, et cela continue d'augmenter. Meilleur revenu l'année dernière. Le gars qui dirige Coca-Cola. Voilà une sacrée échelle pour expliquer pourquoi tout le monde veut venir ici, n'est-ce pas? Le bateau. Les gens ne se dirigent pas vers le Vietnam. Les gens n'ont pas comploté ni comploté depuis 50 ans en disant que si je pouvais juste aller en Pologne, tout irait bien. Pas vrai. Tout le monde veut venir en Amérique. Et la raison est que nous avons le meilleur vent qui souffle en notre faveur. Nous avons la meilleure opportunité économique que l'on ait jamais eue depuis 6500 ans, et tout ce que vous avez à faire est de la comprendre et d'en profiter. Il y a maintenant quelques questions clés à poser ici. Pourquoi le marché ne paierait-il quelqu'un que 5 $ de l'heure? Réponse très simple. Ils n'ont pas beaucoup de valeur sur le marché. Maintenant, nous devons souligner le marché.
Cette personne pourrait être un frère très précieux. Oui, membre de la famille. Précieux. Oui. Donc, quand je dis valeur, je veux juste que vous compreniez que la valeur est le produit de ce que je fais. Et c'est ce que j'essaie de vous dire. Si vous n'avez pas beaucoup de valeur sur le marché, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Vous dites, eh bien, ça ne devrait pas être comme ça. Eh bien, alors tu dois fonder ton propre pays. Vous savez, celui-ci est en cours depuis 200 ans et c'est le meilleur que nous ayons pu proposer jusqu'à présent. Mais voici la clé. Vous n'êtes pas obligé de rester ici. Il y a eu un grand débat au Congrès l'année dernière sur le fait que ce chiffre de 5 n'était pas suffisant. Cela devrait être 6, cela devrait être 6, cela devrait être 6, mais nous n'avons pas besoin d'une loi. 6 est déjà sur cette échelle, la prochaine étape. Vous savez, si vous travaillez pour McDonald's, ils vous paieront 5 $ de l'heure pour sortir les poubelles. Si vous sifflez en sortant les poubelles, ils vous paieront 6 € de l'heure. Nous n'avons donc pas besoin de cette loi. Il suffit de prendre des leçons sur la manière de siffler, d'avoir une bonne attitude. Alors que vous commencez à gravir les échelons, pourquoi le marché paierait-il à certaines personnes 50 $ de l'heure? De toute évidence, ils doivent avoir plus de valeur sur le marché, 10 fois plus. Et est-il possible pour quelqu'un d'avoir 10 fois plus de valeur et de gagner 50 heures de l'heure au lieu de 5? Et la réponse est oui. C'est ça l'Amérique. Maintenant, pourquoi le marché paierait-il certaines personnes 500 $ de l'heure? De toute évidence, cette personne doit l'être. Beaucoup plus précieux pour le marché. C'est ce qu'il est important de comprendre pour le marché et, avec le marché, de payer à une personne 80 millions pour un an de travail. Et la réponse est bien sûr, si vous aidiez une entreprise à gagner 1 milliard de dollars, vous paierait-elle 80 millions? Je vous dis que c'est possible. Et c'est pourquoi l'Amérique est si excitante. C'est pourquoi cette échelle financière est si excitante. C'est possible. Pour que tout cela devienne réalité pour vous tous, peu importe où vous commencez en tant qu'étudiant à l'école ou simplement sur le lieu de travail, tout cela est possible pour vous. Maintenant, M. Schoff m'a donné l'indice sur la façon de gravir cette échelle aussi haut que je voulais grimper. Maintenant, nous parlons ici principalement d'économie. Il existe de nombreuses autres façons de devenir précieux pour votre famille, précieux pour vos amis, précieux pour la communauté, précieux pour l'équipe, n'est-ce pas? Précieux pour le... Eh bien, c'est la même chose là-bas. Il est écrit des ordres de présence immédiate à la page 80 du calendrier, page 98, page Nintan. Et puis, il y a une monnaie, et donc, encore une fois, les bulles planifiées étaient fausses. Cela était couvert. Ils sont faux. Ils ne sont pas à vendre. Mais cela ne le compte pas, car si vous avez une bulle rabotée, vous voulez envoyer des commandes immédiatement. C'est ce qui m'est arrivé. Lequel? Si je devenais meilleur que je ne l'étais chaque année, si je développais mes compétences, mon langage, mon vocabulaire et mes compétences, alors je deviendrais attractif sur le marché. Il n'y a pas très longtemps, une entreprise m'a appelé et m'a dit « Monsieur Owen, nous nous développons à l'international. Nous aimerions avoir un peu de votre expertise pour nous aider. Tu pourrais nous donner un peu de ton temps? Nous ajouterons quelques millions à votre fortune. » Et j'ai dit « D'accord. » Et j'ai pensé plus tard, n'est-ce pas intéressant? Il m'appellerait. Ensuite, ma deuxième pensée a été « Bien sûr, il m'appellerait. » Qui d'autre appellerait-il? Je peux faire le travail. Maintenant, quel contraste pour moi, garçon de ferme de l'Idaho, élevé dans l'obscurité, parent aux moyens modestes, fauché à 25 ans. Comment se fait-il que je reçoive un appel téléphonique et que quelqu'un me propose beaucoup d'argent pour l'aider à se développer dans le monde entier? Réponse simple. De toute évidence, quelque chose m'est arrivé entre l'âge de 25 ans et l'endroit où je suis aujourd'hui. Et je peux vous dire où tout a commencé grâce à mon professeur, M. Shelf, qui m'a dit « Nous n'avons pas besoin de changer ce qui se passe là-bas. C'est le vent qui souffle. Tout ce que nous devons faire, c'est changer ce qui se passe ici. Et maintenant, il existe plusieurs façons de procéder en matière de développement personnel. Et laissez-moi vous donner ces moyens. Voici le premier.
Nous devons apprendre de notre expérience personnelle. Assez simple. Apprenez de ceux qui vous arrivent. Retour sur ces derniers mois. Avez-vous commis des erreurs? Comment pourriez-vous les corriger pour l'avenir? Retour sur l'année dernière. L'avez-vous bien fait ou mal fait? Corrigeons-le pour l'année prochaine. Apprenez de votre expérience personnelle. Monsieur Schoff m'a demandé quand je l'ai rencontré pour la première fois. Il a dit « Monsieur Owen, comment allez-vous? Vous êtes là-bas depuis maintenant 6 ans. » Et j'ai dit « Je ne vais pas très bien. » Il a dit « Je vous suggère de ne plus faire ça. » Quelle analyse simple et rapide de ma situation. Il a dit que si vous continuez à le faire, les 6 prochaines années seront comme les 6 dernières. Vous ne voulez pas que cela arrive. Faisons les changements. Alors apprenez de votre expérience personnelle. Maintenant, voici la deuxième raison pour laquelle je suis venu partager cette expérience vidéo avec vous aujourd'hui. Et ça, je l'appelle OPE, Other People's Experiences. C'est moi, d'autres personnes. C'est votre professeur, d'autres personnes. Ce sont vos amis et collègues, d'autres personnes. Les personnes que vous rencontrez peuvent vous transmettre leurs expériences, ce qui leur est arrivé, les erreurs qu'elles ont commises, comment elles les ont corrigées, comment ils changent leur santé et changent leur compte bancaire et changent leurs revenus et changent leur avenir. C'est ça. D'autres personnes. Il existe désormais 2 types de personnes auprès desquelles apprendre. L'un d'entre eux est l'échec. C'est dommage que les échecs ne donnent pas de séminaire, non? Ce serait précieux. Apportez votre cahier. Demandez-leur de vous raconter comment ils ont tout perdu et tout jeté. Ils ont gâché leur santé et leurs amitiés et les choses n'ont pas bien fonctionné. Ce serait précieux. Mais maintenant, nous devons aussi apprendre des personnes positives qui ont bien réussi, qui sont en bonne santé. Nous leur avons donc demandé « Comment êtes-vous devenus en si bonne santé ?» Ils ont les compétences. Alors nous leur avons demandé « Comment êtes-vous devenus aussi habiles ?» Ils ont les revenus. Alors nous leur demandons « Comment êtes-vous arrivés ici en si peu de temps ?» Alors maintenant, voici ce qui est important dans le développement personnel. En apprenant des autres, nous apprenons avant tout par l'observation, nous apprenons ce que nous voyons. Nous observons les gens qui réussissent dans ce qu'ils font dans le sport. Nous surveillons leur discipline. En affaires, nous observons leur discipline par l'observation, ce que nous pouvons voir. La raison pour laquelle j'ai créé cette vidéo est que vous puissiez voir les expériences de quelqu'un traduites pour vous. Deuxièmement, nous apprenons par ce que nous entendons. J'ai certaines de mes conférences sur cassette. Donc, vous savez, vous pouvez les emmener partout avec vous et apprendre en écoutant. Transformez votre voiture en salle de classe mobile. Et écoutez, puis écoutez le sermon du dimanche matin, écoutez les conférences, écoutez le professeur, écoutez quelqu'un qui a quelque chose de bon à dire. Et puis le numéro 3 est d'une importance vitale pour le développement personnel. Et cela signifie lire tous les livres que vous pourrez éventuellement lire au cours de votre vie. Monsieur Schoff m'a permis de démarrer ma bibliothèque. J'ai l'une des meilleures bibliothèques. Je n'ai pas tout lu, mais je me sens plus intelligent rien qu'en y marchant. Ma bibliothèque, au moins j'ai été assez intelligent pour l'acheter. Maintenant, je dois être assez intelligent pour le lire. Ensuite, bien sûr, je dois être assez intelligent pour décider de ce qui a de la valeur et ensuite le faire. Mais celui-ci est très important. Devenez un bon lecteur. Certains livres qui ont contribué à changer ma vie, Monsieur Schoff m'a recommandé, bien sûr, la Bible. Et mes parents se sont assurés que j'étais un assez bon érudit à l'âge de 18 ans. Cela a été très bénéfique pour moi, puiser dans ces illustrations, lire sur ces histoires, les gens qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi, et quelle était la différence. Et puis d'autres livres qui m'ont vraiment aidé à changer la vie. L'un d'entre eux s'appelait « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill. Et puis un livre qui m'a aidé à devenir financièrement indépendant à l'âge de 31 ans. Et ce livre est intitulé « L'homme le plus riche de Babylone » par George Clason. Et je vais partager un petit bout de ce livre avec vous lorsque j'aborderai aujourd'hui l'indépendance financière, notre 3e sujet. Mais j'ai commencé à lire les livres, à assister aux cours, en m'assurant de bien les avoir. Et puis j'ai commencé à tenir un journal.
L'une des principales choses que mon professeur m'a apprises était de tenir un journal. Il a dit « Ne te fie pas à ta mémoire ». Si vous entendez quelque chose de positif, prenez simplement une petite note et notez-la. Maintenant, au début, je prenais des notes sur des morceaux de papier et j'arrachais les coins et les dos de vieilles enveloppes, et cela ne me servait pas à grand-chose, vous savez, jeté dans un tiroir. Ensuite, j'ai appris à tenir un journal, une copie reliée de toutes mes notes. Je vous suggère donc de faire les mêmes choses qui vous impressionnent, un poème qui vous impressionne lorsque vous assistez à un cours. Certaines des idées qui vous ont impressionné, notez-les. Vous avez lu quelque chose dans un magazine, c'est vrai. Certaines idées, retirez-les, mettez-les dans votre journal. Tenez un bon journal pour le reste de votre vie. Cela vous sera utile. Eh bien, mes journaux constituent une partie importante de ma propre bibliothèque. Et si vous voyez ma bibliothèque et voyez mes journaux, je vous dis ce que vous auriez à dire. C'est la bibliothèque. Et ce sont les journaux d'un étudiant très sérieux. Il n'est pas étonnant que M. Rhône soit invité à donner des conférences et à parler de ses expériences à travers le monde. Je veux donc que la même chose vous arrive, valeur capturée, à laquelle vous pourrez recourir plus tard, y revenir, la réviser et la laisser devenir précieuse pour vous. C'est donc mon premier sujet. Développement personnel, travaillez plus sur vous-même que sur votre travail. Développez les compétences, apprenez les leçons, suivez les cours, apprenez à connaître. Absorbez tout ce qui vous est enseigné. Ces jours-ci et plus tard, bien sûr, vous pourrez faire le tri dans ce qui est précieux pour vous et comment l'affiner pour votre entreprise, et pour votre vie et pour votre avenir. Mais l'essentiel est de l'obtenir et d'entamer ce processus de changement personnel, de développement personnel. Et permettez-moi de le répéter une fois de plus, si vous changez, tout changera pour vous. Vous ne serez plus jamais le même. Vous continuerez à grandir en repensant à quelques mois. Retour sur quelques années. Vous ne croirez pas les progrès que vous pouvez réaliser sur le plan économique. Votre relation avec votre famille, vos amis, et si vous êtes dans le sport, l'économie ou autre. Je vous dis que tout le processus consistant à vous engager dans un changement personnel, une valeur personnelle peut vraiment rendre votre vie unique et intéressante. Abordons maintenant le deuxième sujet sur la définition d'objectifs. Monsieur Shelf m'a donné quelques conseils pour fixer des objectifs qui ont changé ma vie pour toujours, et je souhaite les partager avec vous. Parlons donc de fixer des objectifs, et je veux aussi le lier au développement personnel. Et vous verrez comment je vais le faire au fur et à mesure de ma progression ici, en me fixant des objectifs. Nous devons jeter un regard vers l'avenir. Il y a 4 choses à considérer en termes d'attitude. La première est ce que vous ressentez à l'égard du passé. Le meilleur conseil que je puisse vous donner à ce sujet est de traiter le passé comme une école. Laissez-le vous apprendre les erreurs que vous avez commises, les choses qui n'ont pas fonctionné, celles qui n'ont pas fonctionné. N'utilisez pas le passé comme un fardeau à porter et n'utilisez pas le passé comme un club pour vous battre à mort, les pertes passées, les échecs passés, les erreurs passées, mais laissez le passé être une école. Une école difficile, peut-être. Nous avons tous vécu des choses difficiles. Donc, si vous vous sentez bien dans le passé, tirez-en votre expérience et laissez-le vous apprendre. Ensuite, il s'agit de ce que vous pensez de l'avenir. Nous devons avoir l'avenir. Un avenir bien conçu s'appelle la promesse. Et voici ce que nous enseignons dans notre série sur le leadership. La promesse de l'avenir peut être une force formidable pour votre propre avenir. La promesse du futur, dessinez le futur. Il existe 2 manières d'affronter l'avenir. L'un est avec appréhension et l'autre avec anticipation. Je vous le promets, lors de mes voyages à travers le monde, la plupart des gens envisagent l'avenir avec appréhension. Et voici pourquoi ils ne l'ont pas. Bien conçu, ils ont en quelque sorte laissé le soin à quelqu'un d'autre de résoudre ce problème. Mais voici la meilleure façon d'affronter l'avenir avec anticipation et vous pouvez affronter l'avenir avec anticipation. Si l'avenir est clair, si l'avenir est bien conçu, et j'aimerais que vous réfléchissiez avec moi à quelques réflexions qui m'ont aidé, je veux que vous changiez vraiment mon avenir en y réfléchissant et en y réfléchissant. Et voilà,
Il s'agit de fixer des objectifs. C'est très simple. Premièrement, décidez ce que vous voulez. Prenez juste un peu de temps. Vous vous asseyez et dites « Qu'est-ce que je veux ? Quel genre de compétences est-ce que je souhaite ? Quel type de revenu est-ce que je souhaite pour l'avenir ? Qu'est-ce que je voudrais ? Où aimerais-je aller ? J'aimerais visiter, les habitudes. J'aimerais acquérir des compétences. J'aimerais que tu prennes juste un peu de temps pour réfléchir à ce que tu veux. L'économie, les amitiés, les gens que vous aimeriez rencontrer, les endroits où vous aimeriez aller. Prenez juste un peu de temps. Et puis, je suggère, lorsque vous aurez réfléchi à ce que vous voulez pour l'avenir, de faire une liste, de tout noter. C'est vraiment un processus très simple. Et puis voici le numéro 3. Conservez toutes les anciennes listes. Je vous le dis, cela m'a si bien servi, en gardant mon ancienne liste d'objectifs. Je repense maintenant, il y a 10 ou 20 ans, aux objectifs que je me suis fixés, aux listes que j'ai dressées. Et je souris maintenant parce que voici ce que je pensais être si important. Vous savez, il y a 20 ans. Maintenant, certaines de ces choses ne figurent même pas sur ma liste. J'ai une nouvelle liste. J'ai grandi, j'ai changé, j'ai mûri, mais je vous donne ce conseil. Décidez de ce que vous voulez. Numéro 2, écrivez-le. Troisièmement, conservez les anciennes listes. Et puis voici le numéro 4. Lorsque vous obtenez quelque chose qui figure sur l'une de ces listes, cochez-le. Une partie du plaisir d'avoir une liste consiste à la cocher. Et puis, si vous pouvez ajouter une touche dramatique à cette vérification, vous voyez, c'est ce qui aide vraiment. Je me suis fixé comme objectif d'aller en Espagne il y a de très nombreuses années. Et quand j'ai finalement fait mon premier voyage en Espagne, j'avais avec moi ce journal qui contenait cette liste. Et pendant que j'avais mon journal sur mes genoux, attendant que les roues atterrissent à Madrid, j'ai attendu que les roues touchent la piste et je l'ai coché, ajoutant juste un peu de drame. Ainsi, une partie du plaisir d'avoir une liste consiste à la cocher. Voici maintenant ce qui est important concernant les listes et la conception de votre avenir. Si l'avenir s'éclaircit, le prix devient plus facile car il faut se rappeler que pour chaque promesse, il y a un prix à payer. Tout le monde doit en payer le prix. Tout le monde doit faire l'affaire. Tout le monde doit suivre les disciplines. Tout le monde doit payer. Mais voici ce que j'ai découvert. Si la promesse est claire et puissante, le prix est facile à payer. Le prix correspond à quelques cours. Le prix est de quelques livres. Le prix est quelques disciplines. Le prix est de trouver quelque chose qui rendra votre vie meilleure, vous fera grandir, vous fera changer, vous fera vous développer. La première partie de la clé consiste donc à concevoir la promesse. Alors quel est le prix à payer ? Je vous dis que le prix sera facile. N'importe qui dans mon public peut le payer, peu importe où vous êtes, d'où vous venez. La couleur n'a pas d'importance. La religion n'a pas d'importance où vous avez grandi. Cela n'a pas d'importance. Les circonstances n'ont pas d'importance. Je te le dis. Si vous expliquez clairement la promesse de l'avenir, les choses que vous voulez, les endroits où vous voulez aller, les choses que vous voulez avoir, la personne que vous voulez devenir, les compétences que vous voulez, les maisons que vous voulez, l'avenir que vous voulez, les amis que vous voulez, toutes les valeurs de la vie que vous pourriez souhaiter. Si vous le dites clairement, faites ces listes et soyez sérieux à ce sujet. Je vous promets que c'est un prix facile à payer. N'importe qui peut le payer. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner est que si je peux le faire, vous pouvez le faire. Et nous allons faire dans le livre d'aujourd'hui, nous allons faire un livre sur l'hyperinflation de ces choses. C'est un livre sur l'hyperinflation des processus qui composent ce monde, qui composent cette économie, qui composent notre, et je vais vous expliquer pourquoi dans le résumé d'aujourd'hui. Passons directement au livre. L'hyperinflation de cette économie n'est donc pas un processus purement économique. C'est un processus économique qui commence par cette vitamine A. L'une des principales raisons de se fixer des objectifs est ce qu'ils font de vous pour les atteindre. Mon professeur m'a conseillé quand j'ai commencé à 25 ans, il m'a dit « Jim, pourquoi ne te fixes-tu pas pour objectif de devenir millionnaire ?» Il a dit « Ça sonne bien, vous savez, assez de zéros pour impressionner votre comptable. »
Et il a dit « Je suis là pour vous aider. Tu n'as que 25 ans. Vous avez fait une année d'université. Vous avez une belle famille, toutes les raisons de le faire. Pourquoi ne vous fixez-vous pas comme objectif de devenir millionnaire ?» Et il a dit « Voici pourquoi. » Et je pensais qu'il n'avait pas besoin de m'apprendre pourquoi. Ne serait-ce pas bien d'avoir $1 million? Il a dit « Non, alors tu vas le manquer. » Il a dit « Voici pourquoi et ce que cela fera de vous pour y parvenir. » Je vous dis que cette déclaration a changé ma vie. Fixez-vous le type d'objectifs qui vous permettront de les atteindre. Il a dit « Désormais, une fois qu'on devient millionnaire, ce qui compte n'est pas l'argent. » Je pensais que c'était un enseignement plutôt étrange. Il a dit « Honnêtement, ce n'est pas important. » Il a dit « Vous pourriez simplement donner l'argent. » Maintenant, j'ai fait mieux que ça. J'ai tout perdu. Et je vous raconterai un peu cette histoire plus tard, mais quand j'ai perdu tout mon argent, devinez ce que j'ai découvert. Monsieur Choaf avait raison. Ce qui valait, ce n'était pas l'argent. Ce qui avait de la valeur, c'était ce que je devenais pour gagner de l'argent, les compétences que j'avais, les connaissances que j'avais sur le marché, les valeurs que j'avais pour moi. Elles avaient plus de valeur que l'argent. Et voici une déclaration importante à retenir. Ce n'est pas ce que vous obtenez qui vous rend précieux, c'est ce que tu deviens. Une partie de la clé ici est donc de fixer le type d'objectifs qui feront de vous quelque chose. Ne les réglez pas trop bas pour ne pas avoir à grandir, ni à lire, ni à essayer, ni à vous étirer. Ne les fixez pas trop bas et ne les vendez pas. N'optez pas pour quelque chose qui va vous coûter votre vertu, vos valeurs ou trahir vos principes. Il existe ici une bonne voie médiane pour suivre des objectifs qui inspireront des objectifs. Des objectifs qui vous aideront à grandir, changer, vous développer. Devenez meilleur que vous ne l'êtes. Bon, parlons maintenant de l'indépendance financière. Comment devenir riche à 35, 40 ans? Si vous êtes très brillant, beaucoup plus tôt. Si vous trouvez une opportunité comme moi, laissez-moi vous montrer comment je l'ai fait. Indépendance financière avant tout. J'aime l'expression « indépendance financière ». Certaines personnes sont un peu préoccupées par l'utilisation du mot « devenir riche » ou « devenir riche ». Et je peux comprendre que j'ai eu un peu de mal avec ça. Est-il acceptable de devenir riche, et peut-être que c'est un peu trop fort, le mot ou fort, le terme. Voici donc ce que j'ai proposé et qui me semble confortable. Et c'est ainsi que l'on devient financièrement indépendant. Je pense que c'est l'héritage de chacun ici, surtout en Amérique, pour devenir financièrement indépendant. Maintenant, laissez-moi vous donner ma définition de l'indépendance financière. L'indépendance financière est la capacité de vivre des revenus de ses propres ressources personnelles, l'indépendance financière. Maintenant, cela dépend de la façon dont vous voulez vivre. Si vous avez besoin de 2 000 à 3 000 par mois, si vous avez besoin de 4 000 ou 5 000 par mois, si vous avez besoin de 10 000 par mois, certaines personnes peuvent avoir besoin, vous savez, de 100 000 par mois, mais peu importe. Ce dont vous auriez besoin pour vivre et vous pourriez gagner votre vie grâce aux revenus de vos propres ressources personnelles. C'est ce que j'appelle la liberté financière, l'indépendance financière. Et laissez-moi vous montrer comment l'acquérir. Si vous commencez à 15 ans, entre 15 et 35 ans, cela fait 20 ans. Et à mon avis personnel, basé sur mes propres études et ma propre expérience, 20 ans, à mon avis, sont suffisants pour devenir financièrement indépendant. Si ce n'est pas le CA, vous ne vivez pas dans le mauvais pays. Ce qui s'est probablement passé, c'est que vous avez un mauvais plan et qu'il est facile d'être une personne gentille avec un mauvais plan. J'ai découvert que quand j'avais 25 ans, j'étais fauché à 25 ans et j'étais un gars sympa. Vous m'auriez aimé, mais je vous raconte mes projets jusque-là, surtout mon plan financier qui m'a laissé faucher. J'ai complètement changé de situation au cours des 6 années suivantes et je suis devenu financièrement indépendant. Donc je sais de quoi je parle. C'est possible dans un délai raisonnable. 35 ans, peu importe, 20 ans, assez de temps, vous pouvez le faire dans un laps de temps beaucoup plus court, comme je l'ai fait si vous le souhaitez, mais c'est un délai assez raisonnable. Mais voici le numéro 1. Tout d'abord, vous avez pour avoir la bonne philosophie,
La philosophie est notre capacité à rassembler des connaissances, à les trier et à décider ce qui est utile pour développer une philosophie sur la vie, une philosophie sur notre santé, une philosophie sur nos relations familiales, une philosophie sur l'économie, et si vous développez la bonne philosophie, c'est ce qui contribue à organiser cette vente de manière à ce que dans 6 ans, elle vous mène là où vous voulez aller. Au lieu de finir comme je l'ai fait, mes 6 premières années d'économie se sont brisées, pas d'argent, un compte bancaire vide, la bonne philosophie. Maintenant, permettez-moi de vous donner quelques philosophies à considérer. Voici le premier. C'est ce qu'on appelle la philosophie des pauvres. Et le voici. Les pauvres dépensent généralement leur argent et investissent ce qui reste. C'est la philosophie de la piscine. Voici maintenant la philosophie des riches. Les riches investissent leur argent et dépensent ce qui reste. Et voici la réponse surprenante. Peu importe le montant. Le plus important n'est pas le montant. Ce qui est vraiment important, c'est la philosophie. Je vous demanderai donc d'adopter cette philosophie de dépense après avoir investi, d'investir d'abord, puis de dépenser. Et j'ai une petite formule. D'accord. Je vais partager avec vous maintenant. Que devrait faire un enfant avec $1? Je veux dire, il y a beaucoup de débats en cours. Je suis sûr que partout au pays, je sais ce qu'un enfant devrait faire avec $1. Voici un avis. Ce n'est qu'un enfant et ce n'est qu'$1. Quelle différence cela fait-il? Eh bien, à mon avis, cela fait toute la différence dans le monde. L'avenir économique d'une personne commence avec un enfant qui possède $1. Quelqu'un dit « Oh non, tu n'es jeune qu'une fois qu'il le laisse tout dépenser. » Eh bien, quand espériez-vous que cela s'arrête? Quelqu'un dit « Eh bien, attendez qu'il ait 50 ans et qu'il soit fauché comme moi. » Et vous savez, et ensuite il apprendra. Eh bien non, nous ne voulons pas attendre aussi longtemps. Si je l'avais su avant 25 ans, j'aurais changé au lycée. S'ils avaient eu des cours appelés richesse, une richesse, 2, j'aurais suivi les 2 cours. Je n'aurais pas attendu 25 ans. Donc le plus tôt sera le mieux. Alors, que devrait faire un enfant avec $1? Voici le principe simple pour commencer. Ne dépensez pas tout. Et si un enfant veut dépenser tout l'argent, il doit dire « Hé, ne dépense pas tout, tu sais. Tu ne veux pas prendre ces 12 000 et les prendre en plusieurs versements? J'ai l'argent ici. Je mets donc les 20 000 et je vous le débite. D'accord. Alors vous et là où la carte de crédit êtes égaux. Eh bien, laissez-moi vous demander, qu'arrivera-t-il à l'argent dont vous disposez? Ainsi, les enfants comprendront le message. Alors, vous savez, emmenez-les de l'autre côté de la ville et faites-leur visiter les lieux, à moins que vous n'y viviez déjà. Et puis, montrez-leur quand même. Ne dépensez pas tout l'argent. Maintenant, laissez-moi vous donner ma meilleure vision de ce qu'il faut faire avec $1. Et je vous le promets, si vous avez commencé à 15 ans, maintenant, si vous avez plus de 15 ans, n'est-ce pas? Vous avez encore beaucoup de temps. Vous avez encore 20 ans. Vous savez, si vous avez 30 ans, vous avez quand même 20 ans. Je veux dire, tu sais, tu as encore tout le temps pour commencer. Ce que je suis sur le point de partager avec vous, quoi faire? Nous allons commencer avec $1. Voici mon premier conseil. Ne dépensez jamais plus de 70 centimes. Ne dépensez jamais plus de 70 centimes. Maintenant, vous devez choisir un nombre et le nombre que vous choisirez sera déterminé par votre philosophie. Cela dépendra de ceux que vous avez appris ou de votre expérience d'enseignement vous-même. Lorsque j'ai rencontré mon professeur pour la première fois, M. Choaf, j'en étais à environ 110% de chaque $. Vous savez, j'en suis encore une fois aux finances budgétaires, à Hawking, à mes meubles et à ma voiture. Et puis j'ai appris une bien meilleure formule pour l'indépendance financière. Premièrement, ne dépensez pas plus de 70 cents. Maintenant, les enfants me disent « Bon, d'accord, qu'est-ce que je fais avec les 30 cents restants ?» Et voici ce que je leur enseigne. 10 pour une œuvre caritative ou une église, ou pour aider des personnes qui ne peuvent pas s'en empêcher. 10C pour soutenir des projets valables, des projets pour lesquels vous vous sentez bien, 10 sur chaque $. Cela s'appelle être généreux. Or, à mon avis, rien ne nous apprend mieux le caractère que la générosité. Aucun cours, aucun professeur,
aucun livre n'enseigne la générosité, n'enseigne mieux le caractère que la générosité. Et le meilleur moment pour commencer est lorsque les montants sont faibles. Et je sais que si les enfants apprennent ces leçons, eh bien, ils donneront 1 centime pour aider les gens qui ne peuvent pas s'en empêcher à soutenir des projets valables. Ou si vous appartenez à une église, ils enseignent la dîme pour la paix. C'est très important. Maintenant, parce que lorsque les montants augmentent, c'est parfois un peu plus difficile. Vous savez, en donnant 100 000 sur 1 million, quelqu'un dit « Oh, si j'avais 1 million, j'en donnerais 100 000 ». Je ne suis pas sûr que cela représente beaucoup d'argent. Il faut donc commencer lorsque les montants sont faibles, 10 cents par dollar. D'accord, 10 cents suivants, j'appelle le capital actif. Le capital actif signifie faire quelque chose pour réaliser un profit. Le capital actif, mettre de côté une partie de vos revenus, les salaires, c'est bien. Mais je vous dis que les salaires vous feront vivre, les profits vous feront une fortune. Mettez donc de côté une partie de vos revenus sous forme de capital appelé capital actif pour tout type de projet auquel vous pouvez penser. Vous pouvez éventuellement imaginer « Je vais écrire un nouveau livre ». Je pense que pour les enfants, je pense que le titre sera, bien sûr, « Les enfants devraient payer des impôts ». C'est un titre plutôt intéressant en Californie. Les enfants paient des impôts. Lorsqu'un enfant entre dans 7 et 11 achète quelque chose qui coûte $1, le propriétaire dit « Donnez-moi 7 centimes de plus ». Et l'enfant dit « Hé, à quoi servent ces 7 centimes ?» Et le propriétaire dit « Ce sont les taxes ». Le gamin dit « Eh bien, je n'ai que 8 ans ». Le propriétaire dit « Félicitations, vous êtes mon plus jeune contribuable. Donnez-moi l'argent ». Ainsi, en Californie, où je vis, les enfants paient des impôts. La grande question est « Le devraient-ils » Et mon livre répondra à cette question. Bien entendu, les enfants devraient payer des impôts. Rien n'est gratuit. Si vous voulez faire du vélo sur le trottoir, plutôt que dans la boue, vous devez payer 7 centimes. Rien n'est gratuit. Nous devons donc tous payer. Donc 10 cents de votre vie, de l'argent que vous gagnez, mis de côté pour le capital pour faire de votre mieux pour réaliser un profit. Et dans mon livre, je parlerai de toutes sortes de façons dont les enfants peuvent gagner de l'argent, n'est-ce pas? 2 vélos, un à rouler, un à louer. Je veux dire, vous savez, il ne faut pas longtemps pour trouver une entreprise qui commencera à faire des bénéfices. Ensuite, vous devez noter cela. Si vous prenez des notes, les profits valent mieux que les salaires. Premièrement, vous ne pouvez généralement pas commencer à gagner un salaire avant l'âge de 15 ou 16 ans, mais vous pouvez réaliser un bénéfice bien avant d'être éligible pour commencer à gagner un salaire. Et puis, il n'y a pas de limite aux profits et ils peuvent doubler, tripler et quadrupler. Vous savez, il n'y a pas de limite. C'est incroyable à quelle vitesse les profits peuvent croître. Les profits valent donc mieux que les salaires. Les salaires vous font gagner votre vie. Ils vous font une fortune. Aujourd'hui, les 10 troisièmes centimes sont d'une importance vitale. J'appelle cela du capital passif. Vous laissez quelqu'un d'autre utiliser une institution financière, des actions et des obligations, des fonds communs de placement, peu importe. Laissez quelqu'un d'autre l'utiliser. Vous fournissez l'argent. Il l'utilise pour réaliser un profit, mais il vous paie pour l'utiliser, appelé intérêt. Et voici l'une des choses qui vous rendront financièrement indépendant assez rapidement. Et c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Et c'est ainsi que vous l'obtenez. En laissant quelqu'un d'autre utiliser une partie de votre argent, de votre substance, il vous montre le profit, il vous paie des intérêts. Et ce capital passif, je vous le dis sur une période de temps prolongée, si vous développez ces petits 10, 10, 10 et 70, surtout à partir de 15 ans, je vous le dis au moment où vous, à 35 ans, vous serez financièrement indépendant. Vous aurez la possibilité de vivre des revenus de vos propres ressources. Et puis, encore un point sur le capital passif. Il y a une philosophie biblique. Je suis un amateur de la Bible, mais il existe une philosophie biblique qui enseigne que l'emprunteur est le serviteur du prêteur. Et si vous voulez occuper une position de pouvoir en vieillissant, enfin, lorsque vous deviendrez mature et que vous aurez peut-être votre propre entreprise, les choses se passeront bien pour vous pour l'avenir. La position dans laquelle vous voulez toujours être est la position de pouvoir. Et cela s'appelle
le prêteur. Le prêteur est la position de pouvoir. Donc, si les enfants apprennent assez tôt et que vous leur demandez ensuite ce qu'ils aimeraient faire quand ils seront grands, je vous le dis, une fois qu'ils auront compris, ils diront « Eh bien, l'une des choses que je veux être est un de ces prêteurs. » C'est la position de pouvoir, pas celle qui dépense. Non, on aura pitié de toi pour le reste de ta vie. Si vous devenez simplement dépensier, vous devez devenir prêteur. Et je pense que c'est la seule formule qui suit 10 centimes sur chaque dollar. Laissez quelqu'un d'autre l'utiliser. Soyez le prêteur en position de force, puis essayez de réaliser un profit. Ne pouvons-nous pas apprendre à nos enfants comment prendre $1, fouiller le quartier, trouver un chariot cassé, payer $1 pour cela, le ramener à la maison, vous savez, le nettoyer, le poncer jusqu'à ce qu'il soit propre, le peindre en rouge jusqu'à ce qu'il soit propre. Brille, redresse les roues jusqu'à ce qu'elles soient sevrées, rapporte-le au quartier, vends-le pour 5. N'importe qui peut faire ça. Maintenant, l'enfant mérite-t-il 4 bénéfices? Et la réponse est oui. La société a désormais modifié son wagon et c'est ce qu'est l'Amérique. Trouver quelque chose, le toucher, l'améliorer, faire du profit. Vous ne pouvez pas dire que c'est une bonne chose, mais ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas dire que c'est mal si vous avez exactement raison. Le droit de vote. C'est la raison pour laquelle je vous enseigne cela. C'est pourquoi je dis à vos élèves de prêter plus d'attention à ces choses. Si je vous apprends cela, cela vous intéressera beaucoup. Mais l'important est que vous prêtiez attention aux bonnes choses. Donc, si vous n'y prêtez pas attention et que vous ne regardez pas la bonne chose, alors j'ai quelqu'un qui vous enseigne la bonne chose. Très souvent, quand je t'enseigne la bonne chose, je veux que tu saches que la bonne chose que tu apprends, c'est quand tu regardes quelque chose qui ne va pas. Des entreprises qui font du profit, des entreprises qui grandissent, c'est l'espoir de notre avenir. J'espère donc que cette petite formule simple vous aidera. Maintenant, une autre clé de l'indépendance financière, c'est l'attitude. Attitude. Voici le numéro 1. J'avais l'habitude de dire que je détestais payer mes factures. Mon professeur m'a mis d'accord là-dessus. Il a dit « Voyons voir, Monsieur Owen. Ce que vous détestez faire, c'est payer $100 sur un compte, réduire votre passif et augmenter vos actifs. » J'ai dit « Eh bien non, pas si vous voyez les choses de cette façon. » Il a dit « Eh bien, tout dépend de la façon dont vous voyez les choses. Alors n'aimeriez-vous pas payer vos factures, réduire vos dettes, augmenter vos actifs? Il faut avoir ce genre d'attitude. » J'ai découvert la même attitude à l'égard des impôts. Je disais que je déteste payer mes impôts. Et M. Chauve a dit « Eh bien, c'est une façon de vivre, mais vous ne comprenez pas. Les impôts sont la façon dont nous prenons soin et nourrissons la poule aux œufs d'or. Ne voudriez-vous pas faire votre part ?» Quelqu'un dit oui, mais Loi mange trop. C'est probablement vrai, mais bon, nous mangeons tout trop. Nous devons tous suivre un régime, mieux vaut une grosse oie que pas d'oie. Je suis donc finalement devenu un contribuable heureux. Maintenant, je pense que les impôts sont trop élevés. Je m'efforce donc de faire baisser les impôts pour notre avenir économique, mais quoi qu'il en soit, je paie et fais ma part avec plaisir. Parce que c'est ce qui fait fonctionner tout le système. Chacun de nous fait sa part. Maintenant, je veux que ces 3 sujets soient précieux pour vous. Je veux qu'ils aient un sens pour toi. Je veux que tu sois un jour financièrement indépendant. Je veux que tu aies le développement personnel pour que tu te sentes bien dans ta peau. Si j'avais la chance de vous rencontrer un jour, j'aimerais que vous me montriez la liste des objectifs que vous vous êtes fixés et que vous me disiez « Monsieur Rhône, en voici quelques-uns, j'ai déjà coché. Voici les livres que je lis. Voici ce qui s'est passé. Je développe les compétences. Je suis meilleur cette année que l'année dernière. J'ai plus confiance en moi. Mes compétences se développent. C'est ce que je veux pour toi. Et c'est pour cela que j'ai pris le temps de venir partager. Dans ce message vidéo avec vous, je fais des séminaires partout dans le monde, mais c'est une voie que je peux vous contacter et vous toucher au cas où vous ne pourriez pas venir à mes séminaires, où que je sois. Peut-être que cette vidéo vous parviendra quelque part et aura un impact sur votre vie. Et ce que j'aimerais faire,
c'est en entendre parler plus tard, une lettre, un appel téléphonique, ou avoir la chance de vous rencontrer en personne. Et maintenant, j'aimerais vous laisser avec ces 4 questions appelées « questions à méditer ». Ces questions m'ont été précieuses, et je veux qu'ils aient de la valeur pour vous. Voici le premier. Pourquoi ? Nous nous demandons tous pourquoi nous devrions travailler si dur. Pourquoi suivre autant de cours ? Pourquoi aller à l'école pendant autant d'années ? Vous savez ? Pourquoi prendre des notes ? Pourquoi lire les livres ? Pourquoi travailler si dur ? Pourquoi se soumettre aux pompes et aux disciplines ? Pourquoi ? Bonne question. Pourquoi ? La meilleure réponse à pourquoi je pense est la deuxième question. Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas voir combien de livres vous pouvez lire ? Combien de cours pouvez-vous suivre ? Combien de compétences pouvez-vous développer ? Pourquoi ne pas voir à quel point vous pouvez devenir précieux sur le marché auprès de vos amis et de votre famille ? Pourquoi ne pas voir ce que vous pouvez faire de vous-même ? Pourquoi ne pas voir jusqu'où vous pouvez aller ? Combien pouvez-vous voir ? Combien pouvez-vous gagner ? Combien pouvez-vous partager ? Pourquoi pas ? C'est l'héritage que nous possédons tous en Amérique, notamment celui de voir ce que nous pouvons tirer de nos vies, maintenant que nous avons eu cette opportunité extraordinaire. Maintenant, ma troisième question que j'aimerais vous poser en personne. Mais comme je ne peux pas le faire en personne, je veux vous le demander à tous, mais je veux que vous le preniez personnellement. Et ma troisième question est pourquoi pas vous ? Pourquoi pas vous avec une bonne estime de soi ? Pourquoi ne pas commencer à changer et à vous fixer des objectifs ? Pourquoi ne pas commencer à progresser vers l'indépendance financière ? Si je peux le faire, tu peux le faire. J'aurais aimé avoir beaucoup plus de témoignages ici aujourd'hui. En plus de la mienne, tout un flux constant venait vous raconter leur histoire. Quelqu'un qui a commencé avec rien, dirigé enfin une grande entreprise, une mère qui vivait de l'aide sociale. Elle possède désormais sa propre entreprise. En plus de mon histoire, j'aurais aimé en avoir beaucoup plus. Et si tous racontaient leur histoire, devinez comment ils termineraient probablement leur histoire. Ils diraient probablement tout comme moi. Pourquoi pas toi ? Si nous pouvons lire, vous pouvez lire. Si nous pouvons changer, vous pouvez changer. Si nous pouvons le comprendre, vous pouvez le comprendre. Si nous pouvons renverser la situation, vous pouvez la renverser. Il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir. C'est ce que diraient ces témoignages. Et c'est pourquoi je veux vous le dire personnellement. Pourquoi pas vous ? Vous avez le cerveau, vous avez l'endurance, vous avez la vitalité, vous avez l'intérêt, vous avez la vie devant vous, vous avez l'avenir. Vous pouvez le faire. Si quelqu'un peut le faire, vous pouvez le faire. Si l'un de nous peut le faire, et nous pouvons tous le faire. Et maintenant, voici ma dernière question. Pourquoi pas ? Maintenant, c'est le bon moment alors que le XXe siècle commence à se terminer quelques années encore, alors que nous nous préparons pour le XXIe siècle, quel bon moment pour fixer vos objectifs, travailler sur vous-même, travailler sur vos compétences. Quel bon moment pour se retrouver. Quel bon moment pour commencer. Ce processus, le développement personnel, grandir, changer, se développer, avoir un bon plan pour votre argent et pour votre vie et pour votre avenir. Pourquoi pas maintenant ? Et j'espère avoir la chance de vous voir un de ces jours et de partager avec vous l'expérience, la réaction que vous avez pu avoir suite à mon message d'aujourd'hui. Et jusqu'à ce que j'ai la chance de vous voir de ce côté du monde ou de l'autre côté du monde, dans une école ou un séminaire, ou peut-être que je viendrai parler au nom d'une entreprise pour laquelle vous travaillez un jour. J'espère avoir l'occasion de vous rencontrer d'ici là. Je te souhaite le meilleur. Je veux que tout ce que j'ai soit à toi et bien plus encore. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Oh, tout. Ce que vous récoltez, c'est ce que vous avez semé. Si vous n'aimez pas la récolte, qui recherchez-vous ? Répondez, celui qui l'a planté. Et où trouvez-vous qui a, comme ce sera sûrement le cas dans 5 ou 10 ans, vous découvrirez où est ce que vous voulez porter, conduirez ce que vous voulez conduire, vivrez où vous voulez. Vis,
Deviens ce que tu veux devenir. Mais il est maintenant temps de réparer. Les 10 prochaines années. Et qui le peut? Personne. Voici le numéro 6. La 6e clé pour semer et récolter. Cela vous met à niveau maintenant, comme nous l'avions promis. Il y a une chose meilleure que la vérité, et c'est toute la vérité. Et voici une partie de toute la vérité de la loi des semailles et de la récolte. 6e, vous pourriez perdre. Il y a des moments où vous perdez, peu importe ce que vous faites, c'est ce genre de planète. Vous récoltez ce que vous semez. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais bon. L'agriculteur, savez, dit-il, je ne suis qu'un cow-boy. Mais il a dit, je le sais, si je sortais pour nourrir mon bétail, je ne suis qu'un cow-boy. Mais il a dit, je le sais, si je sortais pour nourrir mon bétail et qu'un seul se présentait, je le nourrirais au moins. Le pasteur pensa, le cow-boy a raison. Si vous avez une bonne idée à partager, vous devriez la partager, s'il y en a 1 ou 1000. Alors il a été en quelque sorte inspiré par cette conversation et il a sauté sur l'estrade, a commencé à prêcher comme si la tente était pleine de gens qui venaient d'exploser. Et il est parti pendant 1 heure. L'heure et 15 minutes ont continué à rouler. Finalement, cela m'a pris un peu de temps. Mais ne laissez pas cela être votre CA. Guy dit, eh bien oui, tu travailles là où je travaille, mais quand tu rentres chez toi, il est tard. Il faut que tu dînes un peu, que tu regardes un peu la télé et que tu te couches. Vous ne pouvez pas rester assis la moitié de la nuit. Planifier, planifier, planifier. Si on n'est pas le problème. Quel est le problème? Ne pas poser la question pourrait être l'un de vos principaux problèmes. Je ne sais pas. Vérifiez. C'est comme l'océan. Il y en a plein. Surtout en Californie. Ne t'aura plus jamais. Commettre un acte qui dit « j'en ai assez ». Puissant. Voici le suivant. Décision. Et la prise de décision est puissante, a même son existence en jeu selon l'étendue de sa finalité. Je vais. En bref, je le ferai trop prudent. Maintenant, vous pouvez aussi être trop imprudent, mais vous pouvez aussi être... Lorsque nous parlons de changer nos vies, nous pensons souvent à ces grands gestes, à ces changements radicaux qui s'accompagnent de grandes décisions et de moments dramatiques. Mais j'ai appris quelque chose au cours de mes années de travail avec les gens et d'observation de ceux qui réussissent et de ceux qui luttent. Ce ne sont pas les grandes choses qui font la plus grande différence. Non, ce sont les petites choses, les petites habitudes, les petits choix que nous faisons chaque jour. Vous voyez, si nous cherchons à changer profondément nos vies, nous devons commencer par le petit. Parce que les petites habitudes, celles que nous négligeons ou rejetons souvent comme insignifiantes, s'aggravent avec le temps. Et laissez-moi vous dire que les résultats d'efforts combinés sont extraordinaires. Vous ne reconnaîtrez même plus votre vie après avoir pratiqué ces petites habitudes assez longtemps. Un jour, vous regarderez autour de vous et vous vivrez la vie dont vous avez toujours rêvé, et tout cela grâce aux petites choses. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à cela pendant 1 seconde. Et si vous pouviez changer votre vie simplement en changeant 10 petites habitudes? Cela ne semble pas trop écrasant, n'est-ce pas? 10 petites choses. 10 choses que vous pouvez commencer aujourd'hui et qui pourraient transformer votre avenir. C'est la beauté des habitudes. Il ne nécessite pas de changement monumental dans votre emploi du temps ou un coup de chance soudain. Vous pouvez les démarrer dès maintenant, où que vous soyez, avec tout ce dont vous disposez. Alors, quelles sont ces petites habitudes? Quelles sont ces choses qui, si vous les intégrez à votre routine quotidienne, changeront votre vie pour toujours? Nous allons parcourir la liste, alors assurez-vous de noter cela. Première habitude, la lecture. Maintenant, vous pensez peut-être, « Jim, je n'ai pas le temps de m'asseoir avec un livre tous les jours, mais écoute attentivement. La lecture est l'une des habitudes les plus puissantes que vous puissiez développer, et je ne parle pas seulement de n'importe quelle lecture, je parle de lire dans un but précis. Lire quelque chose qui élargit votre esprit, qui élargit votre réflexion, qui vous présente de nouvelles idées et possibilités. Ce que vous nourrissez votre esprit est tout aussi important que ce que vous nourrissez votre corps. Je vous le dis, la lecture n'est pas qu'un passe-temps, c'est une porte d'entrée. Cela ouvre les portes à de nouvelles idées,
à de nouvelles façons de penser, à de nouvelles opportunités. Lorsque vous faites de la lecture une habitude quotidienne, vous nourrissez votre esprit de connaissances, de sagesse et de perspective. Vous voyez, la plupart des gens ont soif de réussite, de croissance, mais ils ne nourrissent pas leur esprit avec les nutriments dont le succès a besoin. Le succès nécessite un esprit vif, un esprit qui apprend constamment, qui grandit constamment, qui s'étire constamment. Et le moyen le plus simple de nourrir votre esprit est de lire. Pensez-y comme ça. Chaque fois que vous prenez un livre, vous tenez un morceau de l'œuvre de quelqu'un, leurs pensées, leurs expériences et leur sagesse. Quel concept puissant! Au lieu d'attendre des années pour apprendre quelque chose par vous-même, vous pouvez absorber toute une vie de leçons en quelques heures seulement. Maintenant, je ne dis pas que vous devez lire pendant des heures chaque jour. Même 10 ou 15 minutes de lecture intentionnelle chaque jour s'additionnent. Au fil du temps, ces connaissances s'accumulent, tout comme l'intérêt pour un compte d'épargne. Et cette connaissance combinée, c'est ce qui change votre vie. Cela change votre façon de voir le monde, votre façon de résoudre les problèmes et votre façon d'aborder les défis. Mais voici la clé. Vous devez être sélectif quant à ce que vous lisez. Tous les livres ne valent pas votre temps. Vous ne voulez pas perdre vos précieux moments en potin ou en plaisanterie. Choisissez plutôt des livres qui vous mettront au défi, qui élargiront votre esprit, qui vous feront réfléchir. Qu'il s'agisse de biographies, de développement personnel ou de livres sur la stratégie commerciale. Choisissez quelque chose qui correspond à l'endroit où vous voulez aller, parce que là où vous voulez aller dans la vie dépend de ce que vous nourrissez votre esprit aujourd'hui. Les idées que vous laissez dans votre esprit façonneront votre avenir. Alors faites de la lecture une habitude quotidienne utile et vous commencerez à remarquer un changement dans votre façon de penser, vos décisions et finalement votre vie. Ensuite, comptent en commun 99 des personnes qui réussissent. Ils ont un journal et l'utilisent quotidiennement. C'est une de ces habitudes qui n'est pas suffisamment reconnue. Écrire des choses, en particulier vos pensées, vos objectifs, vos rêves, il y a quelque chose de puissant là-dedans. C'est presque comme de la magie. Lorsque vous mettez vos pensées sur papier, elles deviennent plus réelles. Ils ne se contentent plus de tourbillonner dans votre tête, provoquant confusion ou anxiété. Au lieu de cela, ils sont devant vous, clairs et tangibles. Cela vous donne un sentiment de contrôle. Vous pouvez maintenant voir le problème ou l'idée de ce dont il s'agit. Et une fois que vous le voyez, vous pouvez commencer à comprendre comment le résoudre ou y parvenir. Écrire des choses, c'est comme donner une bouffée d'air frais à votre esprit. Que se passe-t-il lorsque vous ne tenez pas de journal? Lorsque vous n'écrivez pas les choses, tout reste encombré dans votre esprit. Vous vous promenez avec 1 million de pensées, d'idées, d'inquiétudes et de projets qui circulent. Et c'est épuisant. Votre cerveau essaie de tout retenir et il n'y parvient pas. Mais lorsque vous vous asseyez avec un stylo et du papier, vous vous débarrassez de tout ce désordre mental. C'est comme nettoyer une pièce en désordre. Soudain, tout semble plus organisé. Vous pouvez penser plus clairement, planifier plus efficacement et vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cela ne prend pas longtemps non plus. Quelques minutes de journalisation chaque jour peuvent faire une énorme différence. Voici autre chose sur la journalisation. Cela vous aide à suivre vos progrès. La vie est bien remplie et il est facile d'oublier tout le chemin parcouru ou tout ce que vous avez accompli. Mais lorsque vous prenez l'habitude d'écrire régulièrement vos pensées et vos objectifs, vous créez un enregistrement de votre voyage. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien de plus motivant que de revenir sur vos anciennes entrées et de réaliser à quel point vous avez grandi, combien de défis vous avez surmontés ou combien de rêves vous avez déjà réalisés. Alors commencez petit. Prévoyez 5 ou 10 minutes chaque jour pour écrire. Il n'est pas nécessaire que cela soit parfait ni profond. Laissez vos pensées couler et vous commencerez à voir la différence dans votre clarté, votre concentration et votre croissance personnelle. Ensuite, vous devez définir vos objectifs.
C'est là que le caoutchouc rencontre la route. Je dis toujours que si vous ne vous fixez pas d'objectif, vous êtes comme un bateau sans voile. Vous bougez peut-être, mais vous dérivez. Vous allez là où le vent vous mène. Et ce n'est pas une façon de vivre. Vous voyez, les objectifs vous donnent une direction. Ils vous donnent un objectif, quelque chose vers lequel tendre. Et lorsque vous avez un objectif clair en tête, vous arrêtez de perdre du temps sur des choses qui n'ont pas d'importance. Au lieu de cela, chaque action, chaque décision, chaque choix que vous faites vous rapproche de l'endroit où vous voulez aller. C'est le pouvoir de l'établissement d'objectifs. La plupart des gens pensent que se fixer des objectifs est quelque chose que l'on fait une fois par an, peut-être le soir du Nouvel An. Mais laissez-moi vous dire que vous devriez vous fixer des objectifs tous les jours. Lorsque vous vous réveillez le matin, demandez-vous « Qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui ?» Quelle est la chose, une seule, qui, si vous y parveniez aujourd'hui, ferait une différence dans votre vie? Écrivez-le. C'est votre objectif. Votre esprit sait désormais sur quoi se concentrer. Vous lui avez donné une tâche à accomplir. Et croyez-moi, votre esprit adore avoir un travail. Il s'agira de trouver comment atteindre cet objectif. Mais voici le problème. Vos objectifs doivent être précis. Des objectifs vagues conduisent à des résultats vagues. Vous ne pouvez pas simplement dire « je veux réussir » ou « je veux me mettre en forme ». Que signifie pour vous le succès? Que signifie la forme physique pour vous? Plus vous serez précis, plus vos actions seront ciblées. Décomposez vos grands objectifs en petites étapes réalisables, puis abordez-les une par une. Lorsque vous en faites une habitude quotidienne, en vous fixant chaque jour de petits objectifs clairs, vous serez étonné des progrès que vous réaliserez au fil du temps. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, ces petites victoires quotidiennes se transformeront en réalisations massives ou garantiront que vous écrivez vos objectifs. Ensuite, nourrir votre esprit fera des merveilles. Mais voici ce que nous ne pouvons pas oublier. Vous devez également nourrir votre corps. L'exercice fait partie de ces habitudes que les gens aiment ou évitent. Mais laissez-moi vous dire que c'est l'une des habitudes les plus importantes que vous puissiez développer. Et ce n'est pas seulement une question de forme physique. Bien sûr, l'exercice maintient votre corps en bonne santé, mais plus encore, cela aiguise votre esprit. Cela stimule votre énergie, votre concentration, votre humeur. Quand tu bouges ton corps, tu te dis « je suis vivant, je suis capable, je suis fort ». Et cet état d'esprit se retrouve dans tous les autres domaines de votre vie. Vous voyez, il existe un lien direct entre ce que vous ressentez physiquement et vos performances mentales. Lorsque vous êtes en forme, lorsque votre corps est fort, votre esprit est vif, vous gérez mieux le stress, vous pensez plus clairement et vous avez l'énergie nécessaire pour relever les défis qui se présentent à vous. C'est pourquoi il est si crucial de faire de l'exercice une habitude. Et je ne parle pas d'heures passées à la salle de sport ou d'une routine d'entraînement épuisante. Cela ne doit pas être si compliqué. À 20 minutes à pied, quelques légers étirements, un peu de musculation, tout ce qui vous convient. La clé est la cohérence. Il vaut mieux en faire un petit peu chaque jour plutôt que de se forcer trop une fois par semaine et de s'épuiser. Et voici autre chose à propos de l'exercice. C'est une excellente métaphore de la vie. Lorsque vous surmontez l'inconfort, lorsque vous continuez, même lorsque c'est difficile, vous développez votre résilience. Vous vous entraînez à continuer, à ne pas abandonner. C'est une leçon que vous pouvez appliquer à tout ce que vous voulez réaliser. Alors faites de l'exercice une habitude quotidienne. Bougez votre corps chaque jour de la manière qui vous convient. Non seulement vous vous sentirez mieux physiquement, mais vous constaterez également que vous avez plus de clarté mentale, plus de concentration et plus de motivation pour atteindre vos objectifs. Ensuite, la gratitude. C'est une de ces habitudes qui est souvent négligée parce qu'elle semble trop simple. Mais laissez-moi vous dire que la gratitude est l'une des habitudes les plus puissantes que vous puissiez développer. Vous voyez, ce sur quoi vous vous concentrez s'étend. Si vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque, sur ce que vous n'avez pas, devinez quoi? Vous en obtiendrez davantage. Mais si vous vous concentrez sur ce qui est bon, sur ce qui fonctionne, sur ce que vous avez,
vous commencerez à remarquer de plus en plus de choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Et c'est un changement de perspective. Peut changer toute votre vie. La gratitude ne consiste pas seulement à se sentir bien. Il s'agit d'entraîner votre esprit à voir le positif dans chaque situation. Lorsque vous prenez l'habitude de vous concentrer sur le bien, vous commencez à attirer davantage de bien dans votre vie. C'est comme un aimant. La gratitude change votre énergie. Au lieu de vous sentir frustré ou manquant, vous commencez à vous sentir abondant, épanoui et satisfait. Et lorsque vous êtes dans cet état d'esprit, vous êtes plus ouvert aux opportunités, plus ouvert aux nouvelles idées et plus ouvert aux possibilités que la vie a à offrir. Alors, comment faire de la gratitude une habitude? C'est simple. Chaque jour, prenez quelques instants pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grand. C'est peut-être le fait que tu t'es réveillé ce matin. C'est peut-être un mot gentil d'un ami. C'est peut-être le soleil ou le toit au-dessus de votre tête. Quoi qu'il en soit, prenez un moment pour l'apprécier. Écrivez-le si vous le pouvez. Et avec le temps, vous commencerez à remarquer un changement dans votre état d'esprit. Vous commencerez à voir de plus en plus de choses pour lesquelles vous serez reconnaissant. Et votre vie sera plus riche, plus abondante et plus joyeuse. Ensuite, reposez-vous. La plupart d'entre nous partent le matin et ne s'arrêtent que lorsque nous marchons vers notre lit comme un zombie. Le repos est quelque chose qui est sous-estimé dans notre monde en évolution rapide. Nous sommes constamment en mouvement, toujours en quête du prochain objectif, de la prochaine réalisation. Mais voilà, sans repos, sans récupération, on s'épuise. Notre esprit et notre corps ont besoin de temps pour se ressourcer, se traiter et guérir. Lorsque vous vous forcez trop, lorsque vous négligez le repos, vous ne vous rendez pas service. En fait, vous limitez votre potentiel. Le repos n'est pas seulement une question de sommeil, même si le sommeil est extrêmement important. Il s'agit de se donner le temps de s'éloigner du bruit, du stress, des exigences constantes de la vie. Il s'agit de permettre à votre esprit de vagabonder, de rêver, de se détendre. Avez-vous déjà remarqué comment vos meilleures idées vous viennent lorsque vous n'essayez de penser à rien? Peut-être que vous êtes sous la douche, en promenade ou simplement assis tranquillement. C'est parce que votre esprit a besoin d'espace. Il a besoin de ces moments de calme pour relier les points, résoudre des problèmes, stimuler la créativité. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'agitation. Tout le monde parle de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'être occupé. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas à quel point vous travaillez dur, mais à quel point vous travaillez intelligemment. Et pour travailler intelligemment, il faut notamment savoir quand prendre du recul, quand se reposer, quand se ressourcer. Votre cerveau est un outil puissant, mais il a besoin de temps d'arrêt pour fonctionner au mieux. Prenez donc l'habitude de donner la priorité au repos, qu'il s'agisse de prendre une courte pause pendant la journée, de prévoir du temps pour vous détendre ou de dormir suffisamment la nuit. Le repos améliorera non seulement votre productivité, mais aussi votre qualité de vie globale. Désormais, le repos ne consiste pas seulement à rester assis. Il s'agit de donner à votre esprit et à votre corps une chance de récupérer. Peut-être que pour vous, le repos ressemble à de la méditation ou à une promenade tranquille dans la nature. Il s'agit peut-être de passer du temps avec vos proches ou de vous adonner à un passe-temps qui vous apporte de la joie. Quoi qu'il en soit, assurez-vous d'intégrer des moments de repos dans votre routine quotidienne. Et voici la belle chose. Quand tu te reposes, tu reviens plus fort. Votre esprit est plus vif, votre énergie est plus élevée et vous êtes plus créatif. Alors n'adhérez pas au mythe selon lequel le repos est un luxe ou un signe de faiblesse. Le repos est une nécessité et c'est l'un des outils les plus puissants dont vous disposez pour atteindre vos objectifs. Prochaine habitude. C'était difficile à apprendre. J'ai toujours voulu le faire, mais je pensais que je n'en avais pas les moyens. La prochaine habitude est de donner. C'est une de ces habitudes qui peuvent changer non seulement votre vie, mais aussi celle des gens qui vous entourent. Il y a un vieil adage qui dit que plus on donne, plus on reçoit. Et c'est vrai, mais pas comme le pensent la plupart des gens. Vous voyez, donner n'est pas seulement une question de choses matérielles.
Il s'agit de donner de votre temps, votre attention, votre énergie, votre bienveillance. Lorsque vous prenez l'habitude de donner aux autres, vous ouvrez un flux d'abondance dans votre propre vie. C'est presque comme une loi de la nature. Plus vous investissez dans le monde, plus cela vous revient. Mais voici la clé. Donnez. Sans rien attendre en retour, lorsque vous donnez avec une véritable générosité, sans rechercher de récompense, vous créez un sentiment d'épanouissement qui ne peut être égalé par rien d'autre. Et voici ce que j'ai appris au fil des années. Les gens qui donnent vraiment, sont ceux qui semblent avoir le plus. Ils ont beaucoup d'amour, de joie et de réussite. Il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent, même si c'est une façon de contribuer. Il s'agit de donner de soi, de ses talents. Votre temps. Il s'agit peut-être d'encadrer quelqu'un, de faire du bénévolat ou simplement d'être là pour un ami qui a besoin de vous. Et n'oubliez pas que donner, c'est aussi se donner soi-même. Vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide. Assurez-vous donc de prendre soin de vos propres besoins en vous remplissant de manière à avoir encore plus à donner aux autres. Et à mesure que vous prendrez l'habitude de donner, vous commencerez à remarquer quelque chose d'étonnant. Plus vous donnez, plus d'opportunités se présentent à vous. C'est presque comme si l'univers reconnaissait que vous créiez de la valeur et voulait vous en récompenser. Alors faites-en une pratique quotidienne pour vous poser la question. Comment puis-je donner aujourd'hui ? Comment puis-je faire une différence positive dans la vie de quelqu'un ? Et observez comment votre propre vie commence à s'épanouir en retour. Ensuite, tu dois commencer à écouter. L'écoute est une autre de ces habitudes qui a le pouvoir de transformer non seulement votre vie, mais aussi vos relations. Vous voyez, la plupart des gens pensent qu'ils savent écouter. Mais en réalité, ils n'attendent que leur tour pour prendre la parole. Écouter, vraiment écouter, est une compétence. Et c'est une habitude qui peut changer vos interactions avec tout le monde autour de vous. Lorsque vous écoutez, vous faites preuve de respect. Vous montrez que vous appréciez les pensées de l'autre personne, ses opinions, ses sentiments et ce genre de respect. Cela renforce la confiance, cela renforce les relations, cela ouvre des portes. Mais voici le problème. Écouter, c'est bien plus que simplement entendre les mots que dit quelqu'un. Il s'agit de comprendre. Il s'agit d'être pleinement présent dans l'instant présent. Lorsque quelqu'un vous parle, ne vous contentez pas de hocher la tête et de réfléchir à ce que vous allez dire ensuite. Écoutez vraiment. Faites attention à leur langage corporel, au ton de leur voix, aux émotions derrière leurs mots. Et lorsque vous le ferez, vous constaterez que les gens s'ouvrent davantage à vous. Ils vous font davantage confiance. Ils apprécient davantage votre opinion. C'est parce que vous leur avez fait cadeau de toute votre attention. Et dans le monde distrait d'aujourd'hui, c'est un cadeau rare et précieux. Voici maintenant la belle partie de l'écoute. Il ne s'agit pas seulement de l'autre personne. Lorsque vous faites de l'écoute une habitude, vous devenez plus sage. Vous en apprenez davantage. Vous comprenez les gens dans des situations à un niveau plus profond. Et cette compréhension, c'est puissant. Il vous aide à prendre de meilleures décisions, à résoudre les problèmes plus efficacement et à communiquer avec les gens de manière significative. Alors commencez à prendre l'habitude d'écouter dès aujourd'hui. Cela ne demande pas grand-chose, juste un peu plus de concentration, un peu plus d'intention, et les bénéfices que vous en retirerez, tant sur le plan personnel que professionnel, seront immenses. Ensuite, apprenez à être patient. La patience est l'une de ces choses dont nous savons tous que nous avons besoin, mais que nous pratiquons rarement. Nous vivons dans un monde de gratification instantanée. Nous voulons tout maintenant. Succès. Résultat. Reconnaissance. Mais voici la vérité. Tout ce qui en vaut la peine prend du temps. Cela demande des efforts. Il faut de la patience. Et si vous parvenez à cultiver l'habitude de la patience, vous constaterez que la vie devient beaucoup moins stressante, beaucoup plus agréable. Vous voyez, la plupart des gens abandonnent trop tôt. Ils abandonnent avant de voir les fruits de leur travail. Mais ceux qui réussissent sont ceux qui sont prêts à attendre.
Ce sont eux qui comprennent que les meilleures choses de la vie ne se produisent pas du jour au lendemain. La patience ne signifie pas rester les bras croisés et ne rien faire. Cela signifie prendre des mesures cohérentes jour après jour, tout en étant sûr que les résultats arriveront à temps. Il s'agit de croire au processus. Même si vous ne voyez pas de progrès immédiat, pensez à une graine. Vous le plantez dans le sol, vous l'arrosez, vous en prenez soin, mais pendant un moment, il semble que rien ne se passe. Il n'y a pas de croissance visible. Mais sous la surface, cette graine commence à germer. Cela développe des racines. Il se prépare au moment où il éclatera à travers le sol et deviendra quelque chose de beau. C'est ainsi que fonctionne le succès. Les racines de vos efforts grandissent, même si vous ne les voyez pas encore. Alors, comment développer l'habitude de la patience? Commencez par changer votre état d'esprit. Au lieu d'attendre des résultats instantanés, concentrez-vous sur le long jeu. Rappelez-vous que les grandes choses prennent du temps et que le travail que vous faites maintenant portera ses fruits à l'avenir. Et en attendant, trouvez de la joie dans le processus. Célébrez les petites victoires en cours de route et ayez confiance qu'avec patience et persévérance, vous atteindrez vos objectifs. La patience, mes amis, est un super pouvoir. Lorsque vous le maîtrisez, vous maîtrisez l'art de rester calme, concentré et engagé, quelle que soit la durée du voyage. Ensuite, vous devez vous assurer que vous passez du temps avec les bonnes personnes. C'est l'une des habitudes les plus importantes que vous puissiez cultiver. Vous m'avez déjà entendu le dire. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Votre environnement vous façonne. Cela influence vos pensées, vos actions, vos croyances. Si vous vous entourez de personnes négatives et étroites d'esprit, il sera incroyablement difficile de dépasser cela. Mais si vous vous entourez de personnes positives, ambitieuses et orientées vers la croissance, leur énergie vous élèvera. Cela vous poussera à être meilleur, à faire plus, à aller plus haut. Maintenant, je sais que ce n'est pas toujours facile. Parfois, les personnes dans nos vies, celles que nous connaissons depuis des années, ne sont pas les meilleures influences, mais il faut faire un choix. Si vous voulez changer de vie, vous devez être prêt à changer votre environnement. Et cela signifie être intentionnel quant aux personnes avec qui vous passez votre temps. Recherchez des personnes qui vous inspirent, qui vous mettent au défi et qui croient en vous. Des personnes qui sont sur le même chemin de croissance et d'amélioration personnelle. Ce sont ces personnes qui vous aideront à atteindre vos objectifs, qui vous encourageront lorsque les temps seront durs et qui célébreront vos réussites avec vous. Et voici le problème. Il ne s'agit pas seulement de ce que les autres peuvent faire pour vous. Il s'agit également de ce que vous apportez à la table. Soyez le genre de personne qui élève les autres. Soyez le genre d'ami, collègue ou mentor qui inspire les autres à faire de leur mieux. Lorsque vous vous entourez des bonnes personnes et que vous apportez le meilleur de vous-même au groupe, la magie opère. Les idées circulent, les opportunités se présentent et on grandit ensemble. Alors, jetez un œil à votre cercle. Les gens autour de vous vous aident-ils à devenir la personne que vous souhaitez être? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps d'apporter quelques changements, parce que votre environnement vous élèvera ou vous tirera vers le bas, et vous avez le pouvoir de choisir lequel ce sera. Ces 10 petites habitudes peuvent sembler simples à première vue, mais laissez-moi vous dire qu'elles ont le pouvoir de changer votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement. Il s'agit de commencer petit, de faire de petits ajustements dans votre routine quotidienne et de rester cohérent. Au fil du temps, ces petites habitudes s'aggraveront et vous commencerez à voir les résultats. Et avant de vous en rendre compte, votre vie sera complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, ne sous-estimez pas le pouvoir des petites habitudes. Commencez dès aujourd'hui, même si ce n'est qu'une habitude. Continuez ensuite à intégrer le reste des habitudes dans votre quotidien et observez comment votre vie change pour toujours.
7 étapes simples qui peuvent vous aider à vous remettre sur la bonne voie. Je veux parler de quelque chose auquel nous avons tous été confrontés à un moment ou à un autre. Manque de motivation. La motivation est cette énergie insaisissable, cette étincelle qui nous pousse à nous lever le matin, à poursuivre nos rêves, à atteindre nos objectifs et à devenir la personne que nous voulons vraiment être. Mais laissez-moi vous demander ceci. Que se passe-t-il lorsque cette étincelle s'estompe? Que faire lorsque le feu s'éteint et que nous nous retrouvons à la dérive, manquant de volonté d'avancer? C'est une question importante, car chacun d'entre nous a été confronté à ce défi. J'y ai fait face, vous y avez fait face. Cela fait partie de l'expérience humaine. Mais voici la vérité. Juste parce que le feu est éteint, cela ne veut pas dire que c'est parti pour toujours. La flamme peut être ravivée. Et aujourd'hui, je souhaite partager avec vous 7 étapes simples qui peuvent vous aider à vous remettre sur la bonne voie, même lorsque vous vous sentez déprimé. Première étape, revisitez votre pourquoi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez probablement déjà entendu cela, mais cela mérite d'être répété. La motivation n'apparaît pas de nulle part. C'est profondément ancré dans notre objectif, nos raisons. Lorsque vous manquez de motivation, c'est souvent parce que vous avez perdu de vue la raison pour laquelle vous avez commencé. Prenez un moment. Non, prenez quelques instants et demandez-vous pourquoi je fais ça. Qu'est-ce qui m'a enthousiasmé dans ce voyage? Quelle est la véritable raison de mes objectifs? Maintenant, voici le problème. Nos raisons sont puissantes. Les raisons peuvent vous pousser à traverser des moments difficiles, à travers les moments où vous avez envie d'abandonner. Lorsque je développais mon entreprise, j'avais souvent envie d'arrêter. Mais j'avais une raison. Ma raison était de subvenir aux besoins de ma famille afin de créer un avenir meilleur pour mes enfants. Cette raison m'a permis de continuer alors que tout le reste semblait s'effondrer. Je veux donc que vous réfléchissiez à vos raisons. Et si vous trouvez que vos raisons ne sont pas assez fortes, creusez plus profondément. Trouvez une raison qui vous émeut, qui remue votre âme, qui vous excite, car lorsque vos raisons sont fortes, vos actions suivront. Ensuite, décomposez-le. Considérez ceci, l'un des plus grands tueurs de motivation est le sentiment d'être dépassé. Quand on a trop de pain sur la planche, quand la montagne que l'on tente de gravir semble trop haute, il est facile de se sentir découragé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous le décomposons. Quand j'ai débuté en affaires, j'avais une vision immense de ce que je voulais accomplir, mais cette vision était si grande qu'elle me faisait peur. Je me suis demandé, comment vais-je y parvenir? Mais j'ai ensuite appris une leçon précieuse. N'essayez pas de tout aborder d'un coup. Décomposez-le en morceaux plus petits et gérables. Concentrez-vous sur une étape à la fois. Si vous avez un objectif important, divisez-le en tâches quotidiennes, tâches hebdomadaires et tâches mensuelles. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous rapprocher de votre objectif? Que peux-tu faire cette semaine? Et ainsi de suite. Quand on le décompose, tout à coup, cela ne semble plus si écrasant. Soudain, vous pouvez voir une voie claire à suivre. Et avec cette clarté, ensuite, changez votre environnement. Laissez-moi partager cela avec vous. Votre environnement joue un rôle énorme dans votre motivation. Si vous êtes entouré de négativité, de distractions, de choses qui drainent votre énergie, il n'est pas étonnant que vous vous sentiez démotivé. Vous devez créer un environnement qui soutient vos objectifs, qui alimente votre énergie et qui vous inspire. Jetez un œil autour de vous. Avec qui passes-tu ton temps? À quoi vous exposez-vous au quotidien? Votre environnement vous élève-t-il ou vous tire-t-il vers le bas? Les personnes avec qui vous vous associez? Les endroits où vous passez votre temps? Les choses que tu écoutes? Ils ont tous un impact sur votre motivation. Si vous êtes entouré de négativité, de gens qui se plaignent toujours, qui doutent toujours, cela va déteindre sur vous. Mais la positivité, par des gens motivés, par des choses qui vous inspirent, va vous élever. Alors, changez votre environnement. Cela peut signifier passer moins de temps avec certaines personnes et plus de temps avec d'autres. Cela peut signifier changer votre espace de travail, votre routine, vos habitudes.
tout. Ce qu'il faut pour créer un environnement qui soutient votre motivation, faites-le. Et regardez comment votre motivation commence à revenir. Ensuite, prenez soin de votre corps. Voici la vérité. La motivation n'est pas seulement un jeu mental, c'est aussi physique. Votre corps et votre esprit sont connectés. Quand ton corps est épuisé, quand tu es fatigué, quand tu ne prends pas soin de toi, cela va affecter votre motivation. Vous devez donner à votre corps le carburant dont il a besoin pour continuer. Cela signifie dormir suffisamment, bien manger, faire de l'exercice et prendre soin de sa santé. Lorsque vous êtes bien reposé, lorsque vous mangez des aliments nutritifs et que vous restez actif, votre niveau d'énergie augmente. Et lorsque votre niveau d'énergie augmente, votre motivation augmente également. Il est difficile de se sentir motivé quand on est épuisé, quand on court à vide, mais quand votre corps est fort, quand vous prenez soin de vous, vous constaterez que votre motivation commence naturellement à augmenter. Alors demandez-vous, prenez-vous soin de votre corps? Vous accordez-vous le repos, la nutrition, l'exercice dont vous avez besoin? Sinon, faites-en une priorité. Parce que lorsque votre corps est fort, votre esprit le sera aussi. Et cela va faire toute la différence. Ensuite, concentrez-vous sur le progrès et non sur la perfection. Pensez-y. L'un des plus grands pièges dans lesquels nous tombons est la recherche de la perfection. Nous nous fixons nous-mêmes ces normes élevées. Et quand on ne les rencontre pas, on se décourage. Mais voici la vérité. La perfection est une illusion. La perfection n'existe pas. Ce que vous devriez viser, c'est le progrès. Chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, est un progrès. Et le progrès est ce qui vous permet d'avancer. Célébrez vos petites victoires. Reconnaissez les progrès que vous faites, même s'ils ne sont pas aussi rapides ou aussi parfaits que vous le souhaiteriez. Parce que le progrès, aussi petit soit-il, reste un progrès. Et lorsque vous vous concentrez sur le progrès, vous gardez votre motivation vivante. Je me souviens qu'à mes débuts, je voulais que tout soit parfait. Mais j'ai vite compris que si j'attendais la perfection, je n'arriverais jamais à rien. J'ai donc réorienté mon attention vers le progrès. Je me fixe de petits objectifs réalisables. Et j'ai célébré chaque petit pas en avant. Et c'est ce qui m'a permis de continuer. Alors ne vous laissez pas prendre par la perfection. Concentrez-vous sur le progrès. Continuez à avancer étape par étape et vous constaterez que votre motivation commence à se développer étape par étape. Ensuite, trouvez l'inspiration. Voici quelque chose que mon mentor m'a appris. La motivation ne vient pas toujours de l'intérieur. Parfois, vous devez chercher l'inspiration à l'extérieur de vous-même. Trouvez quelque chose qui vous inspire, qui ravive votre passion, qui vous rappelle pourquoi vous avez commencé. Cela peut signifier lire un bon livre, écouter un podcast inspirant, regarder une vidéo de motivation ou passer du temps avec quelqu'un qui vous élève. L'inspiration est partout autour de nous, mais il faut la rechercher. N'attendez pas qu'il vienne à vous. Sortez et trouvez-le. Quand je me sentais déprimé, je me tournais souvent vers les paroles de grands penseurs, de grands leaders, de grands motivateurs. Des gens comme Earl Shaw qui m'a tant appris sur la vie et le succès, leurs paroles, leur sagesse, leurs histoires. Ils m'ont inspiré à continuer, à traverser les moments difficiles et à ne jamais abandonner. Et je crois que si vous cherchez l'inspiration, vous la trouverez aussi. Alors, qui ou quoi vous inspire? Trouvez cette source d'inspiration et exploitez-la. Laissez-le alimenter votre motivation. Laissez-le vous rappeler les possibilités de ce qui est possible pour vous. Ensuite, agissez. Voici le truc. La motivation est excellente, mais elle n'a aucun sens sans action. Vous pouvez avoir toutes les raisons, tous les objectifs, toute l'inspiration du monde, mais si vous n'agissez pas, rien ne change. Alors tu dois faire quelque chose. Vous devez faire ce premier pas. Maintenant, je sais que quand tu manques de motivation, passer à l'action peut sembler la chose la plus difficile au monde, mais voici l'action secrète qui crée la motivation. Pas l'inverse quand tu commences à bouger, quand tu commences à faire quelque chose, n'importe quoi.
tu trouveras que votre motivation commence à se développer. C'est comme un effet boule de neige. Plus vous en faites, plus vous êtes motivé, alors commencez petit, faites un petit pas aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire que ce soit grand, faites simplement quelque chose qui vous fait avancer dans la direction de vos objectifs. Vous, puis, faites un autre pas demain et un autre le lendemain. Avant de vous en rendre compte, vous aurez pris un élan et cet élan vous permettra de continuer même si vous avez envie d'abandonner.